Oui. Donc, merci pour l'invitation. Présenter ces résultats autour de l'étude santé des sols. Moi, je vais faire un lien, essayer de voir les liens entre la présence de cultures pérennes, de prairies dans la rotation et la santé des sols. Euh, donc, il y a beaucoup de santé des sols dans cet agenda-là. Grosso modo, je vais faire un lien entre la présence de cultures pérennes sur la santé des sols et à l'inverse, l'effet de la santé des sols sur la productivité des cultures pérennes. Puis il y aura un lien aussi avec le climat. Il y aura une partie aussi, on va tenter de voir un peu l'évolution des choses depuis 90 jusqu'à 2020 en comparant les résultats d'un inventaire précédent. Donc, euh, la conférence risque de s'étendre aussi un peu au-delà de 30 minutes parce que j'ai peut-être un peu trop de stock. Grosso modo, on va y aller avec ça. Donc, je ne veux pas aussi oublier de mentionner qu'il y a une grosse équipe de réalisation en arrière d'études de santé des sols qu'on a réalisées. Il y avait plusieurs équipes de terrain, de clubs conseils qui ont participé à la réalisation de l'œuvre en 2018-2019 là, pour caractériser et échantillonner les sols. On a des professionnels de recherche, des biostatisticiens, des pédologues qui ont été impliqués, le laboratoire agro-environnemental de l'IRDA, des chercheurs chez nous et à l'extérieur, des étudiants gradués aussi qui ont gravité autour du projet. Grosso modo, les résultats de l'étude de santé des sols, euh, santé des sols agricoles du Québec est présenté en 5 rapports. Ça a été publié l'année passée, en juin. J'espère que vous ne manquerez pas d'aller voir un peu les résultats si vous n'avez pas vu pour l'instant. Les rapports 1 et 2 présentent essentiellement les résultats de l'échantillonnage, de l'analyse et de tout ça. Le rapport 3 et 4 des recommandations. Rapport 5, c'est un rapport plus spécifique sur l'effet de l'état de l'érosion en lien avec l'inventaire de césium 137. Donc, dans le rapport 1, on présente une bonne partie du matériel et méthode, comment on a fait l'échantillonnage, comment on a réalisé les travaux. On présente l'état de santé des principales séries de sols qui ont été échantillonnées. Et puis, à la fin, on présente aussi un portrait de l'évolution depuis 90. Donc, dans le matériel et méthode, on va voir qu'on a échantillonné les sols entre 2018 et 2019 et quelques-uns en 2022. On a sélectionné 71 séries de sols. Euh, à chaque fois, 6 sites ont été euh, identifiés où on retrouvait la série de sols. 4 étaient cultivés et 2 en témoin. Euh, sur chacun de ces sites-là, au champ-là, on a fait 4 profils de champs. On a défini 4 profils, on a caractérisé 4 profils et pris des mesures sur 2 à 3 horizons de sol dans l'horizon surface AP et dans le début du B. Ensuite, on a mesuré les rendements en fin de saison. On a demandé aux producteurs aussi de nous renseigner sur les pratiques agricoles qu'il a réalisées sur ces champs-là depuis les 5 dernières années. En exemple, ici, on a les sols argileux qui sont définis par 18 séries de sols qu'on a regroupés dans 6 groupes de séries de sols qui ont des propriétés apparentes, là, apparentées, définies ici pour le cas des sols argileux sur la base de leur granulométrie, des argiles très fines à des argiles plus grossières, et aussi en fonction des sous-régions pédologiques. On voit ici qu'on a des sols dans la plaine du Saint-Laurent 1, 2, 3. Les groupes 1, 2, 3 sont plus dans des régions méridionales. Dans le Bas-Saint-Laurent, on a le groupe 10, dans le groupe 12 au Lac-Saint-Jean, le groupe 24 en Abitibi. Pour chacun de ces groupes de séries de sols-là, on a caractérisé, présenté dans le rapport 1 la condition physique de ces sols-là et on les a surlignés ou mis en évidence lorsqu'on avait des différences significatives entre les, les horizons cultivés et les profils cultivés et les profils témoins. On a mis ça en gras pour faire ressortir des différences significatives ici, par exemple, pour les propriétés liées à la compaction, l'aération, la dynamique de l'eau et de l'air et des indicateurs de la qualité structurale. Donc, on a un premier tableau de ce genre pour chaque groupe de séries de sols. On a un autre tableau qui présente des bilans de masse euh, pour l'ensemble du profil. Par exemple, on rapporte ici le niveau d'érosion des sols cultivés, des sols témoins, etc. On a aussi un tableau sur le devenir du carbone et de l'azote pour chacun des groupes. Et on a en quatrième lieu, un quatrième tableau qui rapporte les propriétés physico-chimiques qui ne sont pas présentées ici. Mais grosso modo,
À la fin de la présentation des 25 groupes de séries de sol de leur état, on fait un résumé pour différents indicateurs. Ici, par exemple, pour l'indicateur de la teneur en matière organique, qui est basé essentiellement sur le carbone total, on peut voir certains effets qui se dégagent sur l'ensemble des séries de sol. On a nos matériaux argileux, les matériaux loameux, les matériaux squelettiques, les matériaux sableux, les matériaux glaciaires. On peut voir des effets qui sont liés au climat, les effets, un gradient climatique nord-sud, les sols argileux, par exemple, des régions de l'Abitibi, du Lac-Saint-Jean ont des teneurs en matière organique de façon naturelle plus élevées que ceux de la Montérégie dans les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, les Montérégie et Centre-du-Québec sont les premiers numéros de série, les premiers groupes de numéros de série. On a ce premier effet-là qui est plus apparent. On a un effet dans les sols sableux, squelettiques en général, il y a des effets plus importants entre les sols témoins et les sols cultivés dans les sols sableux, donc des déficits de matière organique dans ces sols-là. Encore là, plus souvent dans les régions plus méridionales, aussi dans les îles, on a le même genre d'effet. Également dans les matériaux argileux, certains groupes, 2, 3 ici, et les matériaux loameux, 5, 4, 5 ici, mais des effets moins systématiques, mais on a encore là sous le seuil de 4 là, on a des groupes de séries de sol qui se retrouvent à des niveaux inférieurs au niveau qu'on recommanderait pour avoir un niveau d'état de sol en bonne santé. On a ici un autre exemple pour la macroporosité, des comparaisons réalisées. On voit que ici les sols sableux squelettiques, en général, ont une meilleure macroporosité. Donc, c'est ça qui entraîne aussi un niveau de minéralisation plus important de la matière organique. Une meilleure aération favorise aussi l'oxydation de la matière organique. Mais ici, on peut voir qu'en général, les sols sableux ne sont pas nécessairement déficitaires en air. Par contre, certains sols sur matériaux argileux, loameux et glaciaires, on voit des effets significatifs ici par rapport aux sols témoins, des baisses de macroporosité à la fois dans les horizons de surface et les horizons inférieurs. Et dans les horizons inférieurs, c'est davantage plus critique parce qu'on est à des seuils encore là sous le 10 de saturation, 10 de disponibilité en air. Donc, on a des processus anaérobies qui sont plus fréquents. Mais encore là, on voit que c'est relativement commun pour l'ensemble des sols à la fois cultivés et témoins, mais on accuse des déficits plus importants dans les sols cultivés. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort de façon générale dans le rapport 1, dans les comparaisons. À la fin du rapport, on présente ici une comparaison avec l'inventaire de 90. Puis ici, on va présenter des résultats qui ne sont pas nécessairement présentés de la même façon dans le rapport, mais qui sont quand même intéressants par rapport où on fait une comparaison entre l'effet des cultures annuelles, l'effet des cultures pérennes sur l'évolution entre 90 et 2020. Donc, il faut considérer ici là, que c'est pour les cultures annuelles et ça, c'est pour les cultures pérennes, l'évolution. On voit qu'en grosso modo, les niveaux de matière organique sous les cultures pérennes en 90 et en 2020 sont supérieurs à ceux qu'on retrouve sous les cultures annuelles pour les mêmes années, 90 et 2020. On voit des baisses systématiques de matière organique durant les 30 dernières années sous culture annuelle et également quelquefois sous culture pérenne, surtout dans l'horizon AP et même dans l'horizon B. Ici, dans les sols argileux, on voit des baisses de matière organique sous culture annuelle. On a vu ici sous culture annuelle des effets importants dans les tiles, plus importants, donc des pertes de matière organique qui sont passées de au-delà de 4 à moins de 4 dans l'horizon de surface et aussi en profondeur, alors que sous les cultures pérennes, on a réussi à maintenir des niveaux de matière organique intéressants durant les 30 dernières années lorsqu'on compare les mêmes séries de sols sérieux. On a tenté de faire le même exercice pour la macroporosité, mais on était limité ici au sol argilé, au sol loameux qui avait seulement été caractérisé en 90. On a des effets un peu contradictoires et un peu complexes. Le premier, ben, on voit toujours l'espèce de gradient d'effet du climatique des séries. Les séries qui sont plus au sud sont plus affectées, ont une macroporosité plus faible que les séries plus au nord, qui sont plus souvent sous culture pérenne ou moins affectées par le climat. On verra ça, on tentera d'élucider ça plus tard là, dans la discussion ici. Mais grosso modo, on voit que les sols du groupe 1, la série Sainte-Rosalie et Saint-Urbain, un peu nos meilleurs sols argileux, on voit une macroporosité qui a baissé
dans l'horizon B. Et par rapport à 90, ça peut être alarmant. On a par contre dans les régions plus méridionales, septentrionales, là, plus au nord, là, 10, 12, 24, même 4, 5 ici qui sont plus au sud, une amélioration là, de la macroporosité dans l'horizon de surface AP sous culture annuelle. Donc ça, c'est intéressant là, pour peut-être souligner qu'on a peut-être un effet de nos pratiques de conservation qu'on a mises en place, le travail réduit, les cultures de couverture, on a peut-être une certaine amélioration là, de la macroporosité en surface dans l'horizon AP et même des fois dans l'horizon B, par exemple dans le groupe 24. Dans les prairies, euh, on n'a pas trop pas trop d'influence en surface. Par contre, on en verra une tantôt. On a toujours ce léger gradient ici climatique. Là, les sols du nord sont toujours en meilleure macroporosité par rapport aux sols du sud. Euh, et, euh, et ce que je dois mentionner aussi, les cultures pérennes, qu'est-ce qu'on entend par culture pérenne dans cette comparaison-là? C'est sur nos 5 années déclarées par le producteur, c'est les champs qui avaient au moins 2 années de prairie dans la rotation euh, euh, et plus par rapport aux autres cultures, aux cultures annuelles. Donc, culture annuelle, c'était moins de 2 années de prairie. Donc, il y avait peut-être une année de prairie, le reste, c'était tout des cultures annuelles. 5 années de culture annuelle. Euh, pour nos prairies, on observe ici une baisse de la macroporosité entre 90 et 2020 en ces deux périodes-là. Une baisse dans l'horizon B. Et ça nous inquiète un peu. Euh, on peut penser que même sous prairie, les sols peuvent subir de la compaction. On peut voir ça, puis on verra peut-être ça plus en détail avec la présentation de Jean tout à l'heure. Donc, on note une augmentation de la compaction ou de la diminution de la macroporosité dans l'horizon B là, de plusieurs séries de sols argileux. Par contre, on a un effet inverse dans les matériaux lourds. Notre groupe 4, qui est quand même en région plus méridionale, on a une amélioration ici de la macroporosité, donc un effet inverse. Ça vient un peu contrecarrer nos conclusions, là, mais euh, ici, on a quand même une tendance importante là, sur plusieurs groupes de séries de sol. Il faudrait peut-être faire attention à la compaction dans les prairies. Donc, en comparant les deux groupes, là, un peu les mêmes résultats. Ici, on a, comme on l'a mentionné, une amélioration de la macroporosité en surface dans les cultures annuelles, euh, des diminutions dans certains cas dans les prairies et encore là des niveaux plus alarmants dans les cultures annuelles. On est systématiquement inférieur à 10%. Donc, on n'est pas encore à ces niveaux-là dans les prairies, mais c'est à faire attention. Et puis, on a, comme je l'ai mentionné, noté euh, des améliorations dans le cas des matériaux du loameux sur le groupe 4 dans les prairies, mais pas d'amélioration ici dans les cultures annuelles. Le rapport 2 fait état de plus en détail de l'effet des pratiques agricoles sur la santé des sols et l'effet de la santé des sols sur la productivité des cultures. Donc, on a défini dans l'effet des pratiques agricoles plusieurs effets des pratiques ici. Donc, ici, le système de culture où on compare les différents systèmes de culture allant des témoins friches, enherbées, etc., des cultures pérennes jusqu'aux cultures maraîchères annuelles qui sont plus intensives en termes de travaux de sol, etc. On a aussi regardé l'effet la fréquence des apports d'engrais organiques, l'intensité de travail de sol, le risque de compaction. Ici, on va se concentrer dans la présentation juste ici sur l'effet des systèmes de culture. On voit dans les premiers, en annexe, finalement, l'analyse statistique là, qui rapporte un peu les effets des différents effets du système de culture, du matériau parental et de l'interaction de ces deux effets-là. Des effets généraux sur la condition physique des sols, c'est-à-dire la masse volumique apparente, la macroporosité, le diamètre moyen pondéré, l'effet sur les éléments liés à la matière organique, le potentiel d'azote minéralisable, la respiration microbienne, des éléments ici sur la chimie-fertilité des sols. On voit en général que le système de culture, là, qu'on passe de système en friche, on peut comprendre que ça a un effet très important. Qu'on passe d'un système en friche jusqu'à un système en culture maraîchère, ça va avoir un effet important sur la plupart des indicateurs de santé des sols, puis encore là, sur les trois horizons en général. L'effet du matériau parental a également son effet. On voit que un sol sableux va certainement pas avoir le même niveau diamètre moyen pondéré ou la porosité qu'un sol argileux, etc. Donc, on a un effet des matériaux parentaux et les effets
des interactions sont moins apparentes, existent tout de même à certaines fois, mais sont des fois non significatives, sont pas toujours évidentes. Puis ça peut être en lien avec le nombre quand même restreint d'observations qu'on a pour faire toutes ces inférences-là, des interactions entre matériaux et pratiques agricoles et à chaque profondeur, etc. Euh, donc, c'est ce que je mentionnais. Donc, ici, je veux rapporter un peu l'effet général du matériau parental sur les indicateurs de santé des sols avant de parler du reste, là. Donc, lorsqu'on regarde l'effet des sols sableux à squelettiques, on voit nécessairement des niveaux de matière organique plus faibles que les autres sols. Et à l'inverse, les sols argileux, en général, ont des niveaux de matière organique plus élevés, surtout dans l'horizon AP1. On voit quand même des effets plus prononcés au niveau de l'azote minéralisable et de la respiration microbienne, les mêmes effets là, des sols sableux, des sols argileux dans l'AP2 et même jusque dans l'horizon B. Pour ce qui est de la macroporosité, on retiendra surtout que bon, les sols sableux sont jamais en manque de macroporosité, mais les sols argileux, les sols en profondeur sont sous notre fameux 10% là, de macroporosité là, pour permettre tous les échanges gazeux nécessaires. Donc, on accuse toujours des déficits là, dans les sols de façon naturelle ou sur l'ensemble, la moyenne, dans les sols argileux et les sols loameux. Et à l'inverse, on a pour les propriétés euh, liées à la chimie-fertilité, en général, les sols sableux sont moins fertiles que les sols à tout ce qui est les autres sols argileux et loameux. Pour ce qui est des systèmes de culture, ici, on a les systèmes de culture pérennes avec 5 années de prairies déclarées. Ici, les mélanges de culture annuelle et pérenne avec 2 années de prairies sur les 5. Les systèmes en culture annuelle, incluant peut-être une fois une année en prairie au maximum, et les systèmes en culture maraîchère. On voit généralement des effets, là, des mélanges, la présence de culture pérenne dans la rotation sur l'ensemble des propriétés. Des différences, peut-être plus marquées au niveau de la matière organique et du DMP dans l'horizon de surface, euh, des effets bénéfiques, tandis que au niveau de la chimie-fertilité, en général, on a un système dans culture pérenne, on a une chimie-fertilité euh, moins bonne que les cultures annuelles et les cultures maraîchères. On peut penser que dans les cultures maraîchères, on a vraiment des apports importants là, pour maintenir la production à son optimal et des investissements moins importants peut-être dans les cultures pérennes. Ça se revoit, ça se retrouve sur l'ensemble des horizons, ces effets-là. Et puis, on a quand même, au niveau bénéfique, là, côté bénéfique des cultures pérennes annuelles, on a quand même une amélioration là, des propriétés physiques du sol en profondeur dans l'horizon AP2 et dans l'horizon B. Si on regarde ça de façon graphique, c'est les mêmes résultats, mais présentés de façon graphique. Puis on inclut aussi nos systèmes friches, pelouses et non cultivés ici dans le graphique. Donc, on voit en général un effet bénéfique là, de la présence des cultures pérennes et des cultures annuelles ici pour réduire la masse volumique apparente du sol ou augmenter la macroporosité du sol. C'est des relations un peu inverses. Et puis surtout en profondeur, là, la présence de cultures annuelles, de cultures pérennes dans la rotation ici augmente au-delà de 10% la macroporosité en profondeur dans l'horizon B, alors qu'elle est plus faible dans les systèmes sous culture maraîchère et annuelle en moyenne sous tous les types de sols et sous tous les régions climatiques qu'on a mesuré des choses dessus, là. Au niveau de la structure du sol, du diamètre moyen pondéré des agrégats, on a vraiment un effet bénéfique, là encore là, de la présence de cultures pérennes avec leur mort racinaire qui augmente ici la stabilité des agrégats par rapport aux cultures annuelles et au système en culture maraîchère. Donc, pour ce qui est du potentiel, la matière organique, le potentiel de minéralisation, c'est tel que je l'ai mentionné tout à l'heure. On a toujours un effet bénéfique de la présence de ces cultures annuelles et pérennes, mélange pérenne, annuel et pérenne sur soit les niveaux de matière organique par rapport au système en maraîcher annuel et des effets encore plus prononcés sur l'azote minéralisable et sur la capacité du sol à dégager du CO2, la respiration dans le sol. Et ces effets-là se traduisent même jusqu'en profondeur la plupart du temps, là. Donc, on a des niveaux plus élevés là, sous culture annuelle, sous culture pérenne de niveau de matière organique, par exemple, ou d'azote minéralisable, même jusque dans l'horizon. Ce que je voulais mentionner, ce que je mentionne depuis tout à l'heure aussi, c'est on a quand même un gradient climatique important sur nos propriétés. Par exemple, la teneur en matière organique dans les groupes de sols argileux, elle passe, par exemple, de près de 4%
en Montérégie, dans les groupes, dans les Montérégie, Centre du Québec, l'Outaouais, on est à des niveaux autour de 4 dans les sols ou inférieurs dans les sols cultivés, alors qu'on se retrouve à des niveaux autour de 5, 6, 7 dans les sols des sols argileux du Bas-Saint-Laurent, au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi. Donc, on voit de façon naturelle qu'on a un gradient climatique qu'on doit tenir compte là, pour comparer nos résultats. Donc, est-ce que le climat, on voit aussi que le climat affecte la répartition des cultures. Ici, on a calculé un ratio de culture pérenne annuel, pérenne par rapport au total des cultures. Euh, et puis, on a un gradient ici de nos zones bioclimatiques, les régions les plus chaudes là, dans le sud, autour de la plaine de Montréal. Euh, on a dans ces régions-là un ratio de culture pérenne qui est beaucoup inférieur. Là. Je sais pas, on pourrait peut-être pas voir grand-chose, mais qui est inférieur à 16 là. Il y a 16 des surfaces sont ici sous culture pérenne, tandis qu'en région plus nordique ou plus éloignée, on a jusqu'à 20, 50, 60, 80 des surfaces qui sont en culture pérenne. Donc, on a un effet climatique sur le système de culture qui est relativement connu ou compréhensible. On a vu qu'on a un effet des cultures pérennes sur la santé des sols. On peut se poser la question, est-ce qu'on a un effet direct du climat sur la santé des sols? Est-ce que le climat affecte la minéralisation de la matière organique plus directement ou c'est via le système de culture ou la façon qu'on cultive les sols que ça affecte notre santé des sols? Donc, on a un projet qui est en marge de ça, qui nous a permis de monter un modèle pour faire des prévisions en changement climatique de la santé des sols, de l'évolution de la santé des sols et essentiellement, on a regardé l'évolution de la matière organique. Donc, on a regardé cette carte de matière organique du sol qui nous a été fournie par des analyses de laboratoires privés, donc qui nous permettait de démontrer que ces teneurs en matière organique-là, plus faibles dans la région de Montréal par rapport aux régions périphériques, ça pouvait être modélisé en fonction du climat, du ratio de culture pérenne, de la texture. On a quand même inclus la texture des sols de surface et du modèle numérique de terrain, plusieurs covariables. On a monté des modèles euh, ici en Random Forest là, qui nous permettent de prédire l'évolution, la matière organique, les niveaux de matière organique et puis les principaux variables d'importance, les principales variables qui influencent ces niveaux de matière organique sont d'abord la texture, dans la présence de sable et d'argile. Plus il y a de sable, moins il y a de matière organique et plus il y a d'argile, à l'inverse, plus on a de matière organique. La troisième, là, c'est le ratio de culture pérenne, là, qui a une relation positive. Là. Plus il y a de présence de culture pérenne dans la rotation, moins plus on a de matière organique. Et finalement, les indicateurs climatiques, plus il fait chaud, moins on a de matière organique. Plus le bilan hydrique est positif, plus on a de matière organique, etc. Donc, on a bâti ce modèle-là pour faire des prévisions en, en climat futur. Et puis, on a aussi bâti un modèle pour voir comment le ratio de culture pérenne pouvait être influencé par le climat et le modèle numérique de terrain. Donc, quand le climat va se réchauffer, est-ce qu'on va augmenter nos cultures, augmenter la présence de culture annuelle dans les régions plus froides? Donc, ici, on a un modèle relativement facile à décrire ou important, plus valable là, pour décrire la, l'évolution dans le temps si le climat change là, du ratio de culture pérenne sur l'ensemble des cultures. Donc, le climat ici, c'est la variable d'importance la plus importante là, pour monter ce modèle-là. Donc, on a fait varier notre premier modèle qui fait varier la niveau de matière organique en fonction des différents paramètres. Mais on a seulement fait varier le climat en climat futur. Donc, on a pris une approche de substitution de l'espace pour le temps. Donc, on a fait varier notre climat dans le futur pour voir que dans la zone 1, où on a déjà des niveaux de matière organique relativement faibles, ben, qu'on n'aura pas nécessairement d'évolution à la négative ou à la hausse ou à la baisse de matière organique, mais dans les zones plus froides, comme la zone 3 et 5, on aura des baisses de matière organique importantes en lien avec seulement le changement climatique. Donc, aussi, on a modèle, quand on regarde les résultats là, pour le climat futur sur le ratio de culture pérenne, on voit qu'en zone 1, où on a seulement moins de 25 de culture pérenne déjà dans la zone, on n'aura pas vraiment de changement, mais dans les zones où on a 50 ou plus pourcentage de culture pérenne, on va voir des baisses systématiques de culture pérenne dans la rotation de prairies parce que selon le décor actuel, on a plus de culture annuelle qui fait plus chaud, puis s'il fait plus chaud ailleurs, ben, on aura plus de culture annuelle. Donc, on a ces deux modèles-là qui semblent donner des résultats relativement rationnels.
Et si on les applique ensemble, là, dans le premier cas, on fait juste varier le climat. On voit un peu là, notre niveau de baisse de matière organique, des baisses de 0% à jusqu'à 0,8% de matière organique sur 100 ans. Là, donc, entre 2010 et 2100, 90 ans, on a des baisses de matière organique sur l'ensemble des zones bioclimatiques. On a, si dépendamment du forçage radiatif ou comment on va contrôler nos émissions de gaz à effet de serre, on n'aura pas nécessairement d'augmentation importante de ces baisses-là. C'est surtout le climat, le changement de climat qui est prévu qui va avoir qui va opérer des baisses de climat, des baisses de matière organique importantes vu sous notre modèle, là. Et puis, l'effet de changer le ratio de culture pérenne, d'utiliser les prévisions sur nos ratios de culture de changement de culture pérenne, ça n'aura pas tant d'impact que le climat, que la première influence du climat au départ, là. Donc, c'est à peu près les résultats qui sont sortis de cette étude-là, là. Puis, on a aussi rapporté les baisses de matière organique qui étaient comparables sur les mêmes périodes que d'autres études. Ça a permis de un peu, nous réconforter par rapport aux baisses de matière organique prévues dans le temps, là. Donc, grosso modo, le climat a un important impact sur les systèmes de culture. Par contre, l'effet du système de culture ou surtout la présence de cultures pérennes n'a pas eu autant d'impact sur la santé des sols que le climat lui-même. Donc, ça, c'est un peu le résultat de notre étude basée sur des modèles d'apprentissage machine ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, là. Donc, c'est à prendre en considération aussi que c'est de la modélisation, que c'est comme une boule de cristal, là. On n'est pas toujours sûr des résultats. Mais grosso modo, ça nous donne l'impression que le climat, oui, guide beaucoup de choses et il y a peut-être un impact aussi important là, sur la santé des sols. Dans le rapport 3, on fait des recommandations, puis la première qu'on fait, parce qu'on vous a présenté des résultats qui témoignent de l'effet de la présence des cultures pérennes, la première recommandation, c'est de maintenir et voir accroître les superficies en culture pérenne dans les rotations lorsque possible. Donc, on donne quelques pistes de solutions. On voit que c'est pas toujours évident de retourner en arrière, mais qu'il y a des défis aussi à l'intégration des stratégies proposées. Des fois, il y a des choses qui sont des effets antagonistes entre les différentes pratiques recommandées, là. Mais la réintégration des cultures pérennes fait effectivement partie de la première recommandation, comme la deuxième qui sera de tenter d'éviter de réduire la compaction des sols, une meilleure gestion de la machine agricole, continuer de réduire le travail de sol. Donc, on a beaucoup implanté ces dernières années, ces derniers 20-30 ans, des pratiques de conservation, de réduction de travail de sol qui sont sur la bonne voie. Ensuite, de maintenir des couvertures de sol, etc., diversifier la rotation, mieux gérer les engrais de ferme et réduire, sinon éviter l'usage des engrais de synthèse. Ça fait partie de la septième recommandation. Donc ça résume un peu les rapports 1, 2, 3. Dans le rapport 2, on fait aussi un tas de l'effet de la santé des sols sur la productivité des prairies. Donc, on a aussi mesuré l'effet sur le maïs ensilage, le maïs et sur le soya, mais je vais vous rapporter, bon, parler surtout des effets sur la prairie, comment nos mesures de santé des sols ont affecté en fin de saison la, la productivité des prairies. Donc, on a encore bâti des modèles de régression pour inclure l'ensemble de nos paramètres santé des sols et du climat, des conditions biophysiques dans des modèles pour voir lesquels avaient le plus d'influence sur notre rendement des prairies pour chacun des horizons. Ici, c'est l'exemple pour l'horizon de surface, des paramètres de santé des sols. Et puis, je présente ici un tableau qui présente grossièrement les résultats pour la prairie, le maïs grain, le soya, le nombre de sites qu'on avait sous chacune de ces cultures-là en fin d'année pour les différents horizons. On voit pas on voit pas des effets très concluants ou très constants des différents paramètres, là, soit du climat ou des conditions du sol dans ces résultats-là. C'est en partie lié au fait qu'on a quand même peut-être pas assez d'observations pour tout considérer à la fois le climat et les éléments de santé des sols pour faire des liens plus approfondis, là, ou des liens plus sûrs. Par contre, on voit que le climat, les UTM, le bilan hydrique ressort souvent pour ce qui est du maïs grain et du soya. On peut comprendre que les cultures annuelles sont davantage affectées
par le climat, et un peu moins dans le cas des prairies. On les retrouve dans l'horizon B parce que les autres propriétés de santé des sols n'avaient peut-être pas autant d'impact. Mais encore là, on n'a pas des relations très claires. Il ressort certaines fois des propriétés physiques du sol, comme notre indice de qualité structurelle du profil de sol avait un lien positif avec le rendement des prairies. Par contre, ici, la macroporosité avait un lien négatif qui n'est pas nécessairement explicable. Ici, il était relativement important, là, et encore là, il y a un lien négatif lorsqu'on on considère l'horizon B. Donc, on n'a pas nécessairement de relation concluante entre l'effet de la santé des sols et la production des prairies dans notre étude. On a une autre étude qui est venue se greffer par-dessus. On a mis en place sur chacun de avec les producteurs qui voulaient bien participer, là, sur les sites de l'étude santé des sols, on a mis en place des parcelles pour mesurer de 2020 à 2022 l'effet d'un apport d'engrais azotés, donc de voir un peu la réponse aux engrais des cultures en lien avec la santé des sols. Donc, on voulait voir comment cette réponse-là était affectée par la santé des sols, puis voir si cette réponse des cultures-là pouvait nous aider à qualifier finalement la santé des sols ou nous indiquer si un sol était en meilleur état parce qu'il répondait aux engrais. Donc, on a fait ces essais-là dans les parcelles en prairie et en maïs, qui étaient à chaque année, on demandait aux producteurs si ces parcelles de l'étude de santé des sols allaient être dans une de ces cultures-là en implantant les parcelles. Et puis, on n'a pas vu malheureusement encore de gros effets apparents. On a un effet important encore là du climat sur le maïs, mais moins dans les prairies. On a quelques indicateurs de chimie et fertilité des sols qui sont apparus cette fois-ci plus importants là, par rapport au maïs. Et encore là, on mentionne que c'est peut-être une question d'avoir un nombre trop restreint d'unités d'observation là, pour faire pour tout démêler ces effets des différents facteurs, là. Donc, si on les met tous ensemble, là, excusez le tableau, là, on a l'effet ici sous les prairies, l'effet sous le maïs, pardon, ici l'effet sous la prairie pour les trois horizons, euh, des corrélations canoniques. Donc, une corrélation canonique, c'est des composantes principales de nos indicateurs, de nos prédicteurs sur la réponse, qui est composée de euh, deux variables, le rendement sans engrais, qu'est-ce qu'on obtient dans la variable 1 ici, qu'est-ce qu'on obtient sans engrais et qu'est-ce qu'on obtient ici, la deuxième variable, c'est la réponse aux engrais lorsqu'on met des engrais. Qu'est-ce qu'on obtient de relation avec cette deuxième variable-là? C'est quoi les paramètres au niveau climatique, physique du sol, matière organique et chimie-fertilité du sol? C'est quoi les paramètres qui influencent le plus ce rendement sans engrais ou cette réponse aux engrais? Donc, dans le maïs, ce qui apparaît, là, c'est tout de suite en dessous de nos variables réponses, c'est les UTM. Donc, qu'est-ce qui explique le rendement du maïs? C'est surtout la chaleur. Donc, si on compare des essais réalisés en Montérégie versus ceux réalisés en Chaudière-Appalaches, c'est certain que le climat va expliquer une bonne partie de la réponse du rendement sans engrais. Et ensuite viennent quelques considérations sur la stabilité des agrégats ou la respiration du sol, mais peu d'effets là, vraiment apparents. Dans les prairies, on n'a pas d'effet important du climat, mais on a un effet de la texture des sols. Les sols argileux permettent une meilleure, soutenir une plus grosse, un plus gros rendement dans les prairies, probablement parce qu'il y a une plus grande quantité, une plus grande réserve en eau aussi et d'autres propriétés. Et on a aussi des effets de la chimie-fertilité des sols aussi qui apparaît de façon relativement importante là, pour expliquer la productivité sans engrais. Donc, on avait dans nos prairies, à travers le Québec, des prairies qui étaient plus ou moins aussi délaissées, au moins fertilisées. Des fois, c'était nos sites témoins aussi qui avaient été réutilisés. Donc, on voit que lorsque le pH, puis encore là, à travers le Québec, on va frapper peut-être plus souvent des podzol ou des sols qui ont des, euh, des fertilités de base moins intéressantes. On va voir qu'il y a une relation étroite ici entre le rendement sans engrais et la chimie fertilité. Donc, le besoin en chaux, le besoin en phosphore, potassium, le besoin en bore, etc., euh, dans ces cultures-là. Donc, pour conclure, on voit que la présence de prairies a un effet très marqué euh, ou très intéressant sur la condition physique et la matière organique du sol. Au niveau de la chimie-fertilité, ben, on voit que c'est peut-être moins le cas. C'est soit à la fois lié au fait que on frappe plus souvent des sols qui présentent des limitations naturelles ou ces sols-là sont peut-être moins
euh, moins rentable pour justifier des apports une fertilisation adéquate ou des amendements adéquats, mais on peut voir qu'il y aurait de quoi faire là pour augmenter la, la fertilité de ces sols-là. Les effets des prairies sont aussi importants, mais même jusqu'en profondeur. Donc, il faut le mentionner que ça peut, faut pas le négliger. Mais on a vu aussi que la compaction gagnait du terrain quand même dans l'horizon B. Ça, il va falloir aussi y faire attention, prendre les précautions pour ne pas atteindre les niveaux de compaction qu'on retrouve dans les cultures annuelles. On a discuté de l'effet des prairies ou du climat. Ça reste euh, relativement important, mais quand on veut rapporter des critères de performance ou on veut comparer nos indicateurs de santé des sols, ramener des niveaux de matière organique adéquats, il va falloir quand même tenir compte du climat et donc démêler un peu qu'est-ce qui résulte, qui est le responsable de ces niveaux de matière organique? Est-ce que c'est essentiellement le climat ou le fait qu'il y ait plus souvent des cultures pérennes dans ces, euh, ces, euh, ces cultures, dans ces sites-là, dans ces analyses-là? Donc, ça fait le tour. Pour le reste, on a quand même je viens juste de discuter ici là, de l'effet de la productivité, l'effet de la santé des sols sur la productivité des prairies et la réponse aux engrais. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus plus en détail. Puis, je ne veux pas oublier de mentionner qu'on a quand même une grosse équipe en arrière qui a réalisé les travaux, de présenter quelques noms et de vous encourager à aller voir les 5 rapports de l'ESSAC qui sont disponibles soit sur notre site de l'IRDA ou sur AgriRéseau. Donc, voilà, ça fait le tour de ma présentation.